Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la Laracon US 2018. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la conférence de Caleb Porzio qui s'appelle Embrace the Backend. Et c'est l'une des meilleures conférences que j'ai vues pour le moment de la Laracon. Du coup, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Donc, on va commencer tout de suite avec le RIP Blade. Donc, en fait, ce qu'il nous explique dans sa conférence, il parle de Vue.js et de comment on utilise trop Vue.js, enfin, du moins, pas forcément là où c'est le plus fort. Donc là, en fait, on va transformer un Twitter, une sorte de Twitter clone, et on voit que dans notre blade.php, on a juste le composant Vue.js qui arrive, et il n'y a rien d'autre, et c'est le composant Vue.js qui va tout faire. Alors moi, j'en vois beaucoup des gens qui essayent de faire ça, parce que j'en parle un peu dans ma série Vue.js et Laravel, et voilà, beaucoup de gens m'en parlent, me posent des questions sur ça, et sur pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça, et bah regardez cette conférence, elle vous explique tout, pourquoi ça ne fonctionne pas, et pourquoi il faut peut-être faire autrement. Donc si on avance un petit peu, hop, à ce niveau-là, il nous montre un petit peu la complexité d'un post quand on veut essayer d'envoyer quelque chose avec Vue.js. On utilise Axios, on fait un post, ensuite on récupère la réponse. Donc il faut mettre un busy state pour qu'il y ait un petit spinner, une petite roue qui tourne. Ensuite, une fois qu'on a récupéré la réponse, on doit enlever ce spinner, on doit mettre le nouveau tweet dans la liste des tweets. Ensuite, on doit nettoyer l'input. Et ensuite, s'il y a une erreur, on doit vérifier si c'est une erreur de validation, afficher les erreurs de validation. Sinon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, du coup, on fait quelque chose qui n'est pas très parlant. Donc voilà, il y a quand même plein de trucs à voir quand on poste un tweet. Donc maintenant, il va nous expliquer, il va nous montrer un petit peu le schéma. Donc voilà le schéma complet. Donc ça, c'est le schéma complet. En fait, on a plein de flèches partout. Le serveur génère la fonction created. La fonction created demande des valeurs au serveur lui renvoie, les stocke dans le data. Ensuite, les computed et les data communiquent entre elles. Les valeurs computed sont affichées à lui, parce que voilà. Et ensuite, lui envoie un submit qui appelle les méthodes envoient au serveur. Enfin, bref, il y a plein de flèches partout et il essaye de montrer que voilà, c'est un peu complexe à ce niveau-là. Donc maintenant, comment on va simplifier notre front-end? En fait, pour simplifier notre front-end, beaucoup de gens font oui, mais tu peux utiliser des Axios, Interceptor, ViewRouter, des form objects, Vuex, etc. Oui, on peut utiliser tous ces outils et ça doit simplifier normalement le JavaScript. Mais est-ce qu'on a envie d'utiliser tous ces outils? Parce que si on fait du Laravel, on a un routeur par défaut, on a de la gestion de state par défaut, on a des form objects en Laravel, enfin des errors objects. On a tout ça déjà en Laravel et pourquoi utiliser d'autres outils? Ça nous complexifierait plus la tâche qu'autre chose. Donc voilà, il veut voir un petit peu comment on peut faire ça à ce niveau-là. Donc il nous montre un peu aussi, alors 10, 23, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'interface quand même. Voilà, quand on charge l'interface, on a ce petit chargement, les tweets apparaissent. Pourquoi il y a ce petit chargement déjà? Tout simplement parce que notre composant Vue.js, il va faire une nouvelle requête pour récupérer les tweets. Donc on fait deux requêtes, parce qu'on fait déjà une requête pour récupérer le fichier Blade vide, et ensuite on fait une requête pour récupérer les tweets. Donc effectivement c'est bien, ça utilise une API, mais pourquoi? Pourquoi faire deux requêtes alors qu'on pourrait en faire qu'une seule? Il va nous montrer comment faire pour faire qu'une seule requête. Donc si on avance un petit peu, si on avance un petit peu, il va nous montrer à cet endroit-là. Donc ce qu'on peut faire dans notre contrôleur, comme on a l'habitude de le faire habituellement, voilà, au lieu de faire différemment avec Vue.js, on peut le faire très simplement. On va lui envoyer à la vue les tweets qui se reviennent d'Eloquent. Donc on fait notre requête SQL classiquement. Ensuite, si on avance un petit peu, dans notre composant Vue.js, on va lui passer les tweets initiaux dans un JSON encode tweets. Donc on va les encoder, on va les passer à une propriété. Et ensuite, cette propriété-là, on va pouvoir la récupérer dans notre composant Vue.js dans le tableau props et l'utiliser dans notre data, donc tweets égale this initial tweets, à ce niveau-là. Donc pourquoi il explique un petit peu pourquoi il y a initial tweets et tweets, parce que les propriétés en Vue.js sont immutables, on ne peut pas les modifier. Et vu que plus loin, on voyait qu'on rajoutait un tweet dans le tableau tweets, et il faut que ça soit mutable, donc pour ça qu'on fait cette petite manip à cet endroit-là. Donc voilà, ça c'est notre nouvelle idée. Ça paraît, voilà, il explique pourquoi initial tweet, mais ça paraît du coup avoir simplifié un petit peu les choses en tout cas. Ensuite, il montre que dans nos tests, on peut toujours tester la même chose. Donc le test d'en bas, c'est le test qu'il avait avant, il testait son API, donc il faisait une requête sur API tweet et il vérifiait qu'on réussissait bien 5 tweets. Maintenant, on peut faire la même chose, on va faire une requête sur get et on va vérifier que la vue, elle a une variable tweets qui contient bien 5 tweets. Donc on a exactement le même test, on peut toujours faire la même chose et là, on n'a pas de souci à cet endroit-là. Et si on regarde après notre schéma, notre schéma est un petit peu plus simple. Donc là, notre schéma, déjà, on a éliminé quelques flèches. On n'a plus le created@, qui communique avec le serveur. On a directement le serveur qui envoie les données dans props. Voilà, aussi simple que ça.
Après, on a une petite flèche aussi entre props et data, parce que voilà, vous avez vu qu'on enregistrait la props dans le data, mais voilà, c'est tout. En tout cas, on a simplifié un petit peu déjà notre schéma, et on va continuer à le simplifier. Donc ensuite, il s'attaque à un autre problème, qui est ce problème de post-tweet. Donc quand je poste un tweet, il faut que j'ajoute mon tweet à ma liste des tweets, et ça, c'est pas terrible parce qu'on a un body qui correspond pas forcément à ce qu'il faut. Par exemple, si on change le terme, on peut avoir des problèmes de cohérence, et ça peut poser problème. Même chose pour le busy false, il ne faut pas oublier de le faire. Le this tweet égale rien du tout aussi, il ne faut pas oublier de le faire. Donc on a plein de choses comme ça ici qui peuvent poser problème et qui sont vraiment un petit peu embêtantes. Après, il dit, si ça ne vous embête pas de souci. Si ça vous paraît clair, pas de problème. Mais il nous propose une alternative qui est le windows.location.reload. Donc qu'est-ce que ça fait ça? Ça recharge la page, tout simplement. Et lui, il se dit, au début, il disait, j'ai eu beaucoup de mal à me dire, c'est bien de faire ça. Il a vraiment freiné, etc. pour pas le faire. Mais finalement, c'est une possibilité comme une autre. En gros, on peut juste recharger la page. Voilà. Et on n'a plus ce problème de là, donc on recharge la page et tout se passe bien. Les tweets sont de nouveau chargés dans la page, etc. Donc effectivement, si vous voulez faire une full page application Vue.js, etc., ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi vous voulez faire ça? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que ce windows.location.reload vous change vraiment quelque chose sur votre page? Normalement, ça ne devrait pas vraiment changer puisque le navigateur est censé faire du cache et donc recharger que la partie qui a été changée. Donc a priori, il n'y aurait pas à avoir de souci à ce niveau-là. Donc ça, c'est un premier problème qui peut être résolu. Et en faisant ça, donc là, il montre un petit peu l'exemple, mais le truc, c'est qu'on supprime plein de nouvelles flèches encore. Donc on simplifie encore nos méthodes, etc. Donc vous voyez qu'il continue à simplifier des flèches, Voilà, à ce niveau-là, on se retrouve avec on se retrouve avec nouveau schéma. Les props n'ont plus besoin d'être changés. On n'a plus besoin de changer les tweets, donc on n'a plus besoin d'enregistrer le props dans data. Et on n'a plus besoin du coup d'avoir toutes ces problématiques qu'on avait avant avec les erreurs qui revenaient dans les datas à ce moment-là. Maintenant, on va parler d'un autre système qui est... Alors, il va parler d'un autre système qu'on peut passer la logique JS qui est ici. Donc là, on a une logique dans Computed, c'est-à-dire filtrer les tweets en fonction des nouveaux tweets ou les tweets anciens, donc les tweets qu'on a lus ou les tweets qu'on n'a pas lus. On peut déplacer cette logique dans notre PHP, parce que ce qui est bien avec notre PHP, c'est qu'on peut le tester plus facilement. Voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise plus facilement et c'est moins caché, c'est moins problématique. Donc ça, c'est un premier point. Donc si j'avance un petit peu, il explique qu'on peut tout simplement avoir deux propriétés au lieu d'une, avoir les tweets initiaux et les tweets lus et les tweets pas lus. En gros, c'est ça. Et dans notre contrôleur, on a juste à lui passer deux variables, les tweets lus et les tweets non lus. Et dans notre test, on peut tester aussi qu'on a des tweets lus et des tweets non lus et qu'on vérifie qu'on a le bon compte de chaque. Donc on peut tester toute la chaîne et vérifier qu'on a bien ces bonnes choses. Et notre application fonctionne ensuite de la même manière. Hop, je reviens un peu en arrière. Notre application fonctionne exactement de la même manière, normalement. Voilà. Hop, je vais remonter quand même le schéma. Vous voyez que le schéma commence à se simplifier. Je ne sais pas si vous avez le schéma en tête du début, mais le schéma simplifie progressivement parce que là, on n'a plus du tout de computed, etc. On a juste des props qui sont affichés à l'interface et ensuite l'interface qui submit le formulaire via Axios. Et on va encore simplifier les choses parce qu'on ne va plus submit via Axios, on va submit via juste un formulaire submit classique. Donc là, c'est le dernier point qui est un peu compliqué. On a toujours le catch error, etc. qui est complexe. Et donc, du coup, il explique qu'on peut utiliser un simple balise form. Alors là, ce qu'il fait, c'est le seul point qui m'a paru un peu bizarre dans le truc, c'est qu'il va, ici dans @submit, il va utiliser du JavaScript. Alors je ne vois pas pourquoi il utilise du JavaScript à cet endroit, parce qu'on peut simplement avoir un input type submit, et ça devrait faire la même chose en fait, parce qu'un input type submit, de base, son comportement, c'est juste de submit le formulaire dans lequel il est. Donc si on a un input type submit dans tweet input, normalement ça submit le formulaire. Donc là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand on submit un formulaire comme ça, on n'envoie plus rien au serveur. Vous avez déjà vu, quand on envoie avec Axios, on envoie vraiment des données avec Axios. Alors que là, on n'a pas vraiment de champ visible. Donc ça, c'est quelque chose que je fais souvent déjà dans mes applications, c'est d'avoir un input type hidden, name body, avec le value qui est le tweet. Donc en fait, on crée un faux champ qui va juste permettre, quand on envoie le formulaire au serveur, qu'il puisse récupérer ce champ-là. Et donc du coup, pour moi, voilà, seulement la ligne @submit qui pourrait être supprimée pour remplacer ça par un input type submit, et ça fonctionnerait de la même manière. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus simple ensuite, parce qu'on peut tout simplement supprimer toute la dépendance à Axios, tout ce qui est busy state, etc., tout ce qui est catch, et on peut tout simplifier à cet endroit-là. Ce qui l'explique, c'est qu'on peut aussi laisser juste le busy state pour avoir une interface qui paraît un peu plus fluide, un peu plus JavaScript justement. On met le busy state qui va nous griser un petit peu le formulaire, le temps que le form s'envoie vraiment, que le navigateur envoie le form
et que le reload se fasse par le navigateur. Donc ça peut être une possibilité de juste garder le busy state, mais ça reste très simple du coup à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Et ensuite, il reste la gestion d'erreurs. Donc voilà, avant on avait une gestion d'erreurs qui était faite par Axios. On peut également la faire tout simplement en passant les erreurs également en propriété. Donc on passe les erreurs en propriété et on peut les afficher dans notre, via nos props, on peut les afficher dans notre composant Vue.js. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose de totalement identique. Et si on regarde notre dernier schéma, on a un joli schéma avec plus beaucoup de flèches, avec 3 flèches qui est beaucoup plus simple et on a simplifié vraiment notre application. Alors, il insiste vraiment sur le fait que c'est pas fait pour tout le monde. Effectivement, si vous avez besoin d'avoir plus de complexité niveau front-end, ça peut arriver dans certaines applications. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça. Vous pouvez très bien utiliser Vue.js avec Laravel et en donnant plus de possibilités à Laravel. Les gens ils ont tendance à dire, soit j'utilise Laravel, soit j'utilise Vue.js, mais si j'utilise Vue.js, j'utilise des API, je fais tout en API, je fais tout avec des created data, des computing, etc. Je fais tout en Vue.js. Non, vous pouvez justement utiliser les deux et le meilleur des mondes pour avoir une interface qui est réactive. Si vous cliquez sur le bouton, ça fait des animations, etc. Utilisez Vue.js pour tout ce qui est vraiment front-end et utilisez le serveur, la puissance de Laravel pour tout le reste. Et c'est vraiment ça qui est important. Et donc après, il va finir par le before and after qui est assez impressionnant aussi. Voilà, on avait le before, ça c'était notre composant Vue.js avant, et maintenant c'est notre composant maintenant. Et on voit que le composant ne fait plus rien. Et en fait, techniquement, il en a parlé un peu après la conférence sur Twitter, je crois avec d'autres personnes, techniquement ce composant ne fait plus rien. On pourrait le remplacer par du simple HTML, enlever tout Vue.js et avoir du simple HTML et ça ferait la même chose. Mais il l'a laissé parce que maintenant, c'est une base en fait, c'est une base de travail ce composant. On va pouvoir lui rajouter du JavaScript, mais seulement sur les parties où on en a besoin maintenant. Pas sur des parties qui sont on va dire, enfin pas sur des parties que Laravel peut gérer déjà en fait. On va pouvoir uniquement utiliser ce composant pour rajouter des vraies valeurs, de la vraie valeur ajoutée avec Vue.js et pas simplement se faire plaisir en faisant de la complexité pour de la complexité. Donc ça c'est vraiment intéressant et on a également le schéma qui a bien simplifié. Donc là moi je suis 100% d'accord avec ça et c'est quelque chose que je regrette un petit peu dans ma série d'ailleurs Vue.js et Laravel, c'est que beaucoup de gens ont l'impression il faut faire ça comme ça etc. Non, dans ma série Vue.js et Laravel je vous présente justement quelque chose, une possibilité, mais il n'y a pas besoin et je ne code pas mes applications comme ça. Je trouve ça plus complexe que d'utiliser juste Blade, Laravel, des formulaires, très simplement. Et généralement, tout fonctionne très bien quand on utilise juste du Laravel. Et dès qu'on passe sur du front-end, il y a quand même plus de complexité qui arrive. Donc voilà pour cette conférence. C'était une conférence très intéressante qui remet un peu les choses en place à ce niveau-là. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous demain, du coup, pour la dernière conférence de la Laracon US 2018.